je sais pas si ça s'est déjà fait, mais d'avoir été sans doute un des premiers à dire je mets ma boîte en vente sur eBay parce que je pars aux Jeux Olympiques. J'ai mis le maillot de Tony Parker sur la Statue de la Liberté, ce qui m'a valu la première garde à vue. Quand Mark Zuckerberg il vient, il dit bon, les gars, on va tous mettre un casque. On va mettre 30 milliards de la boîte là-dessus, vous allez voir, c'est génial. Physiquement, on ne devrait pas être très loin de 400-500 000. Et devant leur écran, on annonce 1,5 milliard. Bienvenue dans cet épisode de À ta santé. Donc à ta santé Thierry. À la tienne. Tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir que tu sois là. Alors j'avoue, dans les autres épisodes, je bois de l'eau, mais avec Thierry, je bois un vrai gin tonic. Alors le principe est très simple, c'est une discussion libre, c'est mon audience YouTube, pas de chichi, pas de tracas. Peut-être pour les gens qui te connaissent pas, tu peux commencer par te présenter et puis on va partir de là. Bah écoute, comment je pourrais, en dehors du fait d'être ton ami, je pense, pouvoir dire ça. Ouais, ça c'est vrai. Accessoirement, donc mon métier principal, c'est d'être ton ami. et accessoirement, j'essaye de m'occuper d'un morceau que les gens connaissent normalement sur les Jeux Olympiques de Paris, donc l'année prochaine, à savoir les sacro-saintes cérémonies d'ouverture. Je fais 2-3 autres trucs, mais des sacro-saintes cérémonies d'ouverture d'abord. Et parmi celles-ci, la masterpiece du sujet, à savoir la cérémonie d'ouverture olympique sur la Seine, donc dans 11 mois, Alors traditionnellement, la cérémonie, c'est toujours un peu le gros... Enfin, d'abord, c'est le premier, mais c'est toujours un gros morceau des Jeux Olympiques. Ça lance ou pas, on se souvient de Londres. Et là, ça a pris une importance... de dingo parce que tout le monde a vu les images, tout le monde est au courant ou à peu près. Faut vraiment habiter très très loin pour pas être au courant de la scène, de ce qu'on veut en faire, des 10 000 athlètes, des 200 bateaux, des 6 kilomètres de Seine, tout le monde utilise le mot à tort et à travers, mais vraiment un truc hors norme, quoi. Ouais. Ça va être historique. Bah, en tout cas, ouais, enfin, il y a tout pour. Voilà, ça va être historique dans un sens ou dans l'autre. Comment t'es venu l'idée? C'était quoi le process créatif pour arriver à ça? Bah écoute, moi je viens pas du monde olympique déjà, et j'en suis plutôt... Enfin, ça me va bien, quoi. Je dois être le seul mec qui se fait une cérémonie et qui a jamais été aux Jeux Olympiques. Je devais aller à Tokyo, puis il y a eu le Covid. C'est ce qui s'est passé. Je devais aller à Pékin, puis je sais plus ce qui s'est passé. Je crois que je suis tombé malade. Enfin bon, bref, je crois que j'ai eu le Covid. Bon, bref, donc du coup, voilà, j'inaugure une nouvelle catégorie de gens qui s'occupent des Jeux, c'est ceux qui n'ont pas fait les Jeux. Bon, parfois, ça me fait sourire quelques-uns, mais moi, en fait, j'ai jamais voulu trop regarder ce qui s'était fait avant. Un peu exprès. J'aime pas trop, d'ailleurs, trop regarder ce qu'on fait les autres, parce que j'ai pas envie que ça me perturbe, ouais, ou que ça m'influence, en tout cas. Et en fait, il se trouve qu'il y a un monsieur que j'aime profondément, qui s'appelle Tony Estanguet, qui m'a fait venir et qui me dit... qui est le président du comité olympique des Jeux. Qui est le président du comité d'organisation, et qui me fait venir en me disant, moi je te demande pas juste d'organiser les Jeux, ça tombe bien parce que je serais peut-être sans doute pas venu. Est-ce que tu peux m'aider à faire de ce moment quelque chose dont on se souvienne pour toujours, quoi. Alors ça m'intéresse. C'est quelque chose, voilà. Et sur une cérémonie, qu'est-ce que c'est un truc que personne n'a jamais fait? Forcément, si on veut qu'on s'en souvienne, a priori, il faut éviter la redite. Et je me dis, bah déjà, le seul truc que personne n'a jamais fait, c'est de sortir du stade. Et alors, j'ai appris après que beaucoup de jeux avaient essayé de le faire avant. Ils n'y étaient pas arrivés, peut-être parce que c'était pas le bon moment. Il faut toujours une part de chance aussi. Il faut tomber jugé, et puis peut-être un peu d'énergie et d'autres choses. Mais il se trouve que sans doute c'était le bon moment. Sans doute c'était prêt, sans doute le CIO était prêt à prendre ce risque-là. Et voilà. Et puis la deuxième chose, c'était de dire, mais ça suffit peut-être pas de sortir du stade, en fait. Parce que quand moi j'ai évoqué le fait d'en sortir, on m'a dit, bon, bah alors, ok, bah super, hein, on va aller faire sur les Champs-Élysées. Ah, non, je crois pas, non, parce que les Champs-Élysées, c'est pas vraiment, voilà, quoi. Donc, j'ai dit non. Et puis,
Et puis je me souviens un jour, je me baladais sur la Seine, quoi. Puis j'ai regardé, je me suis dit, mais je suis con. C'est là, quoi. Bien sûr que c'est là. C'est ce qui relie la Seine-Saint-Denis et Paris. C'est le cœur du projet olympique. On utilisera la ville comme personne ne l'a fait avant nous, etc. Je me dis, ouais, non, forcément c'est sur la Seine. Forcément c'est là, forcément c'est les bateaux, forcément c'est une armada, forcément c'est un truc de fou. Et on a construit un projet sur cette base-là. Incroyable. Voilà. Et je me souviens quand je suis allé le présenter, j'ai toujours la photo sur mon iPhone. En fait, je suis arrivé avec la première page de mon projet pour convaincre Tony, c'était Pépé. Pépé, c'est le fils de soupe à l'oignon et crouton dans Astérix en Hispanie. Et quand tu fais pas ce qu'il veut, il retient sa respiration. Et je leur ai dit, moi, je vous préviens, j'ai une idée, mais si vous voulez pas, je retiens ma respiration jusqu'au moment où vous me dites oui. Bon, ils m'ont pris pour un fou, mais voilà, et ils m'ont suivi, et Tony surtout, bien sûr. Et c'est comme ça que c'est né, en fait, et c'est comme ça. Alors après, quand on est arrivé avec le truc, on avait déjà beaucoup travaillé pour essayer de répondre à un max de questions, pour éviter juste de se faire coincer dès le début, voilà. Donc ça, voilà. Et puis après, c'est une histoire de 5 ans, hein, parce que ça fait 5 ans quand même qu'on est là-dessus. 5 ans, ça va faire 6 ans de boulot pour 3 heures. Voilà, tu mets ta 6 ans de boulot pour 3 heures. Ouais, 6 ans sur 3 heures, ouais. Qui fera soit l'histoire, soit un maximum d'emmerdement, mais en tout cas, ça fera quelque chose, quoi. Soit pour moi individuellement, soit pour nous collectivement. Voilà, je préférerais que ça soit la version collective, mais voilà. Ouais, et t'as cette pression de tout se passe en 3 heures, comment tu gères ça? Moi, j'adore ça, mais... T'adores la pression? Moi, j'aime bien les trucs éphémères. Je suis pas fait que j'étais fait pour construire des trucs. C'est une passion qu'on a en commun, ça. Ouais. Parce que moi, je peux vite m'ennuyer si j'essaie de construire quelque chose. J'ai toujours eu du mal à tu sais, il y a plein de gens qui ont envie de construire un truc, quoi. Par exemple, j'ai toujours eu du mal enfin, c'est pas que j'ai du mal à comprendre, je comprends très bien, mais c'est pas mon truc. Qui, par exemple, ont envie de construire, je sais pas, un immeuble, que ça leur survive, que c'était leur manière de survivre d'une certaine manière, ou d'écrire un morceau d'éternité. Moi, autant ça m'intéresse sur du souvenir, autant... J'adore le business du souvenir, ouais. Ouais, du souvenir, c'est un truc qui m'intéresse. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et dans ce processus, quand vous avez annoncé que vous alliez aller sur la scène, donc Tony t'a suivi, mais après... c'était un peu chaud, quoi. C'était un peu chaud? Ouais, c'était un peu chaud. Comment tu fais pour gérer l'adversité dans ces moments-là? Parce que t'es pas le plus diplomate. Non, mais... quand tu veux gagner des combats, je suis persuadé qu'il faut que tu joues un peu avec les règles du jeu du jeu qu'on te fait jouer, quoi. Je peux ne pas l'être, mais si c'est pour avoir ce que je suis venu chercher, je crois que je peux faire des efforts. Bon, tout est relatif. Ça m'arrive quand même de là-dessus, mais je sais pas. Je pense que j'ai un peu de volonté, quoi, et que j'étais prêt à me battre pour créer ce souvenir-là, ouais. Pour le pays aussi, enfin pour le pays, c'est couillon comme phrase, mais pour c'est pas couillon. Si, mais tu vois. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. On me demandait aujourd'hui ce que j'avais envie que ça l'ait. J'ai dit, moi, j'ai juste envie que ça nous rende heureux, quoi, collectivement. Si on fait 3 heures où les gens se vont dire, putain, je suis tellement content d'être français. Je veux dire, ça nous arrive tellement plus jamais de l'entendre pour aucun sujet, et de l'être dans toute juste, voilà, partager de la fierté. Pour le coup, ça n'a ni couleur ni religion, ni... C'est cool, ça. Tu crois qu'on l'a perdu à quel moment, le rêve, en France? Ça fait quand même longtemps. C'est une question que je me pose depuis longtemps. Ouais. J'ai l'impression qu'on l'a perdu, peut-être, je sais pas, après les années 60, je pense, avec la crise, sans doute. Ouais, le premier choc. Je pense qu'on a eu un problème avec ça. Je pense que ça nous a un peu amorti, qu'on a du mal à... Peut-être on a du mal à intellectualiser, je sais pas. Que les Américains ne se posent pas ces questions-là. Ça monte, ça descend, mais ça avance, quoi. Enfin, je pense que chez nous, tout est un peu plus intellectuel, quoi. Et je pense qu'on n'a pas vraiment bien réussi à gérer ça, en fait. Et donc, 200 bateaux sur la Seine. Chaque délégation un bateau. Alors, pas chaque. Non, pas chaque. Maintenant, entre 1 et 4 délégations par bateau, donc ça fait une centaine de bateaux. D'accord. Il y a 206 pays. 206 pays, ouais. Ouais. 6 kilomètres
Donc on construit un stade de 100 000 places sur les Keba, plus plusieurs centaines de milliers sur les KO. Donc en fait, on construit un stade de 12 km de long, avec la Seine au milieu. Et ce stade, on nous demande qu'il ressemble, qu'il ait exactement les mêmes fonctionnalités que le Stade de France. Donc autant de sorties de secours, autant d'entrées, autant de portiques, autant d'endroits où on peut bouffer sur 12 km. Ouais. Et c'est une folie. Ça, c'est colossal. Et j'ai la moitié de mes équipes qui ne font que ça. Ouais. Des plans, des entrées, des sorties, des trucs qui ressemblent. Ils doivent gérer les flux de. Oui, et puis parce que tout le monde veut que, en tout cas, une partie de l'administration, et parce que c'est la loi, donc déjà c'est une raison, mais que ça ressemble exactement à un endroit qui est fait pour ça, alors que c'est pas un endroit qui est fait pour ça. Donc c'est à nous d'adapter l'endroit pour que ça ressemble à un stade. Donc on doit faire en sorte que ça ressemble exactement. Et au milieu, alors, la cérémonie est un samedi, je crois, ou un vendredi. Oui. C'est ça. Vendredi soir. Vendredi soir. Vendredi 26 juillet. Combien de jours avant commence la construction? Plusieurs mois. Donc il va y avoir un espèce de stade qui se construit sur les quais pendant plusieurs mois. Ouais. Et les paris. 100 000 places sur les Keba, donc 100 000 places assises. Effectivement, mais j'essaie d'imaginer la tronche des Parisiens. Les ponts, tout ça se finit au Trocadéro. Bon, ça c'est plus classique, le Trocadéro il est bloqué, mais sur les quais, sur les ponts, sur 6 km, on va occuper un peu d'espace. Et il va y avoir des tribunes sur les ponts, c'est ça? Oui. Incroyable. Ouais. Et comment les gens vont venir? Eh ben, ils vont venir, j'espère, à pied, en métro. Vous allez bloquer les voitures et pas laisser les voitures venir. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour aller faire ses courses en bagnole, oui. D'accord. Pas si c'est le meilleur conseil à donner à tes auditeurs ou à tes amis, quoi. Incroyable. D'accord. Et en termes artistiques, il y a des choses qui ont été annoncées ou pas? En termes artistiques, c'est compliqué parce que bien évidemment, beaucoup de choses s'appuient sur la confidentialité. Il faut que ça se fasse de la surprise. Donc, en fait, moi, ça fait 5 ans que je peux pas dire grand chose. Donc, je promène le chien à tous les entretiens, tous les interviews. Donc, en fait, le principe dans ce genre de cérémonie, c'est que ça reste confidentiel le plus tard possible. Ouais. Alors, avec une difficulté quand on fait ça au milieu d'une ville, c'est que la confidentialité pour les répétitions, c'est un petit sujet, si tu veux. Parce que c'est pas extrêmement discret, on va dire. Les Jeux Olympiques d'avant, ils prenaient le stade, ils le reconstruisaient à l'échelle 1 ailleurs, pour pouvoir, ils mettaient des grandes palissades autour et... Ouais, là, tu vas pas construire Paris à l'échelle 1 pour répéter, quoi. Voilà, c'est compliqué. Ouais. T'as proposé? Non, quand même pas, parce que là, je pense que j'aurais lassé. Mais du coup, faut s'adapter. Donc, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire à l'extérieur de Paris. Et puis, un des grands boulots là sur lequel on est, c'est comment on fait effectivement pour répéter au moins des bouts sur la scène, quand, en pleine nuit. On va complètement, je pense, déstructurer les choses pour que tu comprennes pas ce qui se passe, pour que peut-être t'entendes pas, parce que les gens ont des écouteurs pour répéter les danseurs, enfin tu vois, on va inventer un certain nombre de choses. Et puis ce qu'on pourra vraiment pas cacher, je pense que pour le coup, tu sais, les trucs que tu peux pas cacher, faut surtout pas essayer de les cacher. Bien sûr, ouais. Donc ça va devenir nos bandes annonces, quoi, sans doute, un peu nos teasers de blockbuster, quoi. Ouais, je comprends. Et c'est combien de gens qui vont assister à la cérémonie? Alors, physiquement, on devrait pas être très loin de 400-500 000. On va l'annoncer bientôt, puisque c'était un chiffre, une longue négociation sur le nombre de gens. Et devant leur écran, on annonce 1,5 milliard. 1,5 milliard, ouais. Et ça produit un moment de pression pour toi, ou pas? Alors, je vais te dire un truc. À partir de, je pense qu'à partir de 50 000 ou 100 000, après, ça change plus grand chose. Ça change plus grand chose. Ouais. Tu trouves que ça change quelque chose? Moi, rien du tout. Ouais. J'ai fait une conférence devant 120 000 personnes là, récemment, en ligne. Pour moi, c'était pareil que si on avait 10, quoi.
Ouais, il y a un moment. C'est tellement virtuel. Il y a du monde, quoi. Mais voilà. Et puis en plus, c'est virtuel. En revanche, je pense que le jour J, quand je vais voir 500 000 personnes sur le bord des quais, ça c'est autre chose. ça va me faire quelque chose. Ouais. Tu vas passer dans ton petit bateau avant tout le monde. Tu vas passer sur la scène pour vérifier que tout va avant que ça démarre. Et tu vois 500 000, je pense que je vais pas faire le malin. T'as constitué une sacrée équipe autour de toi? Il faut. Ouais. Il faut. En fait, ce que tu te dis, c'est qu'on vient te chercher parce que. Enfin, moi, j'avais fait 2-3 trucs dans l'espace public dans ce pays. Je pense je suis même sûr qu'on est venu me chercher aussi, heureusement d'ailleurs, parce que j'avais fait des trucs comme ça. Donc, tu travailles dans cet univers-là, on te confie le plus grand événement de la planète. Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est pas, enfin, c'est idiot comme phrase, mais c'est le couronnement. C'est pas ce que je veux dire, mais voilà. Tu vas chercher ceux qui ont croisé ta route pendant les 20 dernières années et que tu veux emmener avec toi parce que là, faut pas déconner, quoi. Donc tu prends tout ce qui a le moindre professionnalisme que tu connais et tu dis tu viens avec moi et tu viens m'aider, quoi. C'est pas le moment de faire des essais, quoi. En clair. À mon avis, surtout pas en RH. Alors t'en fais quand même parce que tu recrutes des gens de tous univers parce que t'en as besoin de beaucoup, parce que t'es dans une entreprise en plus qui t'incite à le faire et à la raison. Donc t'as toujours des bonnes surprises, mais t'as un socle. Et puis il y a des gens qui ont envie de te suivre, qui candidatent pour te suivre. Ouais, t'as envie que ça soit eux aussi. Donc c'est un mélange en fait. Ouais. Avant, tu dis t'as fait quelques événements sur la place publique. C'est quoi les meilleurs événements que t'as fait avant? Moi j'étais un peu tu sais, c'est comme dans la musique, il y en a qui ont des registres différents. Moi j'étais plutôt dans le rock'n'roll, quoi. Donc j'ai fait un certain nombre de choses parce que j'étais dans un registre où il fallait moi, je suis toujours parti du principe que si tu voulais faire un métier autour de la com, si tu fallait faire autre chose que les autres. Bon, il se trouve qu'en plus, c'est une maladie dont je suis atteint depuis que je suis tout petit. Je n'arrive pas à faire comme les autres. Mais c'est une vraie maladie. Je pense j'ai du mal au restaurant. Si je veux prendre un plat au restaurant, que les deux avant moi qui commandent prennent la même chose, je change. Je n'arrive pas à prendre la même chose. C'est quand même un problème. Et sauf que du coup, si tu l'appliques à un métier comme la com, l'événement, mais machin, c'est plutôt, ça peut devenir une qualité, en tout cas professionnelle. Donc j'ai essayé d'appliquer ça. Et puis je l'ai appliqué pour tous ceux qui voulaient faire des choses différentes. Et j'ai mis le maillot de Tony Parker sur la Statue de la Liberté, ce qui m'a valu de finir au commissariat, de faire la première garde à vue. J'ai détruit le bus de Nice là, de sombre mémoire de l'équipe de France pour exorciser le passé pour un équipementier. J'ai mis cette fameuse piste pour les Jeux Olympiques sur la Seine. J'ai fait toute une série de... Les gens jouent au tennis sur la Seine. De folie comme ça, ouais. Tyrolienne au 2e étage de la Tour Eiffel. Tu te souviens la première fois où on s'est rencontrés? Non, dis-moi. Tu sais qu'on s'est rencontrés au Noma la première fois. C'était la première fois. C'était la première fois. Alors je me souviens très bien de ce déjeuner. Ouais. Je me souviens de 3 phrases qui, moi, m'ont profondément marqué. Il y a un type qui t'a demandé à côté de toi ce que tu faisais, etc. T'as commencé à raconter, etc. Je sais pas comment à un moment, t'as dit, de toute façon, si on finit pas en garde à vue pour son client, c'est qu'on n'a pas assez bien travaillé. Je peux tout à fait dire ça. T'as fini combien de fois en garde à vue? 3 fois. 3 fois. 3 gardes à vue. Donc, c'est-à-dire que tu fais des choses tellement poussées pour tes clients que t'as pas forcément les autorisations. Et même si t'as pas les autorisations, tu te dis qu'en fait, tu la prends, l'autorisation. C'était ma boîte après. C'est quand même un peu différent aujourd'hui. Bien sûr. Je suis pas dans le même mood. Et encore une fois, je joue avec les règles du jeu qu'on donne. Mais quand c'est ta boîte, tu joues avec tes règles du jeu. Donc, moi, les miennes, c'était de faire bien mon boulot. Et si je voulais bien le faire, quand j'avais l'impression d'avoir une idée, c'était pas une histoire de absolument vouloir finir garde à vue, mais quand je voulais bien le faire et que j'avais l'impression d'avoir une idée, pas grand chose pouvait m'arrêter. Si juste le danger sur la vie humaine, je dis toujours c'est ma limite, mais tout le reste, on y va. Et deuxième phrase que tu as dit pendant ce déjeuner qui m'a marqué, donc on est au Noma, on mange un repas hors du commun,
tout le monde fait la gueule autour de nous parce qu'il y a pas mal de chefs qui sont un peu déprimés du niveau de la cuisine. Et tu les regardes et tu te dis, ah putain, j'aimerais pas être à votre place. Non mais bon, s'il y a un truc, on partage plein de trucs, mais on pourrait presque mettre la bouffe au premier rang quand même. Ah mais complètement. Ouais. On a quelques, même pas des projets. On fait des trucs en commun dans ce domaine-là, mais Noma quoi. C'était compliqué quoi, de pas tomber amoureux de. C'était fou. Hein. C'était fou. Hein. Ouais, c'était fou. Moi, c'était un repas. On a eu d'autres expériences moins folles qui nous ont sans doute encore plus fait rire. Parce que moi, c'est ce souvenir-là que j'ai avec toi quand on est allé dans un des plus grands restaurants de la planète, soi-disant, et qu'on a quand même extrêmement mal mangé. Ouais, ça, il faut que je la raconte parce que on arrive dans. Quand même, il avait été élu numéro 2 dans Top 50. Et il est encore, même. Il est encore, ouais. Et ils nous servent un plat en nous disant que les chèvres du coin mangent des herbes. Et à ce moment-là, on s'est regardé et t'as dit, il va être long ce repas. Ouais, non, incroyable. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Mais c'était dégueulasse. Quel fou rire. Mais c'était pas possible. Mais heureusement qu'il y a eu le fou rire. Mais on s'est quand même beaucoup ennuyé. Ouais. Ouais. Mais Fanny nous a été très fâchée contre notre attitude négative. Ouais. Et Fanny qui regardera cette interview. qui se reconnaîtra. Qui se reconnaîtra. Et alors la troisième phrase pendant ce repas où là je t'ai carrément adopté. Tu venais juste d'être nommé pour les JO, il me semble. Oui, c'était sans doute, oui. Ouais. Et t'étais en train de vendre ta boîte. Est-ce que tu te souviens du type en face de toi qui te l'a acheté, ta boîte? Oui. Tout à fait. T'es quand même à un déjeuner où il y a un type que tu ne connais pas, tu le connaissais pas? Non, quasiment pas. Ouais, non, je crois, voire même pas du tout. Et tu dis, ouais, ces emmerdeurs, il faut que je vende ma boîte, là, j'ai pas le temps. Vous connaissez pas quelqu'un qui veut acheter? Ah, bah oui, bah c'est intéressant, moi je suis intéressé. Mais vous en voulez quel prix, etc. Bah, j'en sais rien, moi, faites une offre. Et le type a acheté ta boîte pendant le déjeuner, le deal s'est fait... Ça fait extrêmement vite. Alors pour le coup, grâce à lui. Alors après, je regrette un truc, je crois. Je sais pas si j'aurais été capable d'aller au bout. J'espère que oui. J'avais eu une idée à un moment donné pour moi. Ma boîte, c'était de la mettre aux enchères sur eBay. Oui. Je sais. Et je regrette de pas l'avoir fait. Bah alors je regrette pas parce que peut-être que j'aurais été obligé d'assumer le fait que quelqu'un l'achète 250 balles. Bon, ça m'a peut-être foutu un peu les boules quand même. Mais tu peux mettre un prix mais d'avoir été le je sais pas si ça s'est déjà fait, mais d'avoir été sans doute un des premiers ou le premier à dire je mets ma boîte en vente sur eBay parce que je pars aux Jeux Olympiques et qu'il faut que j'aille vite et allez-y, faites vos offres, etc. Conceptuellement, le truc m'amusait beaucoup. Mais bon, il y avait quand même quelqu'un en face qui tout d'un coup. Voilà comment une amitié naît. moi, je suis sorti. Fanny, t'as dit le texto que j'ai envoyé? Non. Ouais. Je suis dit, ouais, aujourd'hui, je suis tombé amoureux. Il y avait un mec qui est complètement timbré, mais je l'adore. Ouais, c'est fou. Vous êtes combien dans l'équipe? Au global aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 1700. Et dans ton équipe? 200. Toi, t'as jamais... Avec les agences, avec tout. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est sur un modèle, en tout cas sur les cérémonies, qui est assez externalisé. Mais disons qu'avec les agences sur le même projet, on est 200. T'as jamais géré 200 personnes dans ta boîte, si? Non. Ça a changé quelque chose d'être sur quelque chose de tellement plus grand que ce que t'as fait? Alors oui, non, parce que j'ai fait des projets dans lesquels, si j'ajoutais tous mes prestats ou tous mes sous-traitants, on était même 2000, tu vois. Mais sur des équipes sur lesquelles, entre guillemets, j'ai une autorité un peu directe, non, mais encore une fois, c'est quand même un projet dans lequel je pense à peu près maîtriser les éléments, même si là, celui-là, il est hors norme, il y a encore plus ceci, encore plus cela, encore plus complexe. Mais voilà, après, le jour J, j'ose à peine calculer combien de gens seront au service de cette cérémonie. Mais si j'ajoute le cast, si j'ajoute la sécurité, si j'ajoute toutes les équipes le jour J, je pense qu'on a à peu près 10 000 personnes qui vont travailler sur le projet ce jour-là. Pendant un truc éphémère de 3 heures. Oui. Et après, ils repartent. Et après, ils repartent et on se croise plus jamais. C'est fou, hein? Ouais. Moi, j'adore ça. C'est kiffant. Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que j'adore tellement la haute cuisine.
J'aime beaucoup l'idée que des heures et des heures de travail sont détruites en quelques minutes. Ben, j'avais pas pensé au lien avec effectivement la cuisine, mais j'aime bien ça aussi. Je trouve ça. Il y a plein de gens qui supportent pas. Hein. Je sais. Mais ouais. C'est rock'n'roll, quoi. Enfin, de toute façon, en fait, moi, ma théorie là-dedans, c'est que tout est éphémère. Même ceux qui disent je fais un immeuble pour que ça me perdure, c'est juste qu'ils n'ont pas la bonne échelle de temps. Ils se rendent pas compte que de toute façon, dans 1000 ans, leur immeuble, ouais, il y a des gens. Il sera plus là, c'est n'importe quoi. Il y a des gens qui veulent construire un truc en dur. J'avais croisé un jour. J'ai jamais su si ça était vrai ou pas, mais j'ai un temps travaillé il y a longtemps à Air France. Donc je m'occupais des cellules de crise, notamment des grèves et des machins, et Dieu sait qu'il y en avait. Mais avec un patron, un chef d'entreprise incroyable qui s'appelle Christian Blanc. Ah, t'as travaillé pour Christian Blanc? Oui. Ça mcette pas mal marqué cette expérience-là, parce que le type était assez hors norme. Et il avait acheté une propriété. Il l'avait acheté parce que c'était une île dont on savait déjà qu'elle disparaîtrait sous les flots dans les 80 ans du truc. Et j'avais trouvé ça formidable. J'aime bien le fait de savoir que voilà, ouais, je suis entièrement d'accord. Il y a que c'est la pourriture qui expire pas. Bah, je sais pas, c'est surtout si tu manges pas le plat qui a été cuisiné, pourri. Si tu vis pas l'événement, tu vois, c'est... On va pas passionner les gens parce qu'on va être assez d'accord, tu vois, donc moi, ce truc me fait kiffer. Avec lesquels on n'est pas d'accord? Je les ai pas trouvés. À part les Vikings. Je les ai pas trouvés. Bah, oui, les Vikings, c'est vrai, on n'est pas d'accord sur les Vikings. Non, il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, c'est vrai. On a combien d'années d'écart? T'as quel âge? Moi, j'ai 58. On a 20 ans d'écart. Je m'en rends pas compte, ouais. T'imagines, on a un fils d'écart. Ton fils, il a 20 ans, non? Enfin, un peu plus. Mon fils? Ouais. Il est de 94, donc mon fils, ouais, il a 29 ans. Ouais, je suis de 86, donc... Mais enfin, t'es plus près de mon fils. Ouais, en fait, oui. Donc j'aurais pu être ton fils, en fait. Exactement. Ah putain, j'aurais aimé avoir un père comme toi. D'accord. Putain, arrête, ça me fout le bourdon. Bah, mais moi, j'ai jamais vraiment pensé à ce genre de choses sur les écarts d'âge non plus. Quand t'as commencé ta carrière, t'as fait quoi au début? Donc t'as travaillé pour Air France? Ouais. Et après t'as créé ta boîte? Ouais, non, je suis passé faire un tour, je sais pas pourquoi, mais je suis passé faire un tour à Alcatel, parce qu'ils avaient vu ce que j'avais fait auparavant, et ils sont venus me chercher parce qu'ils voulaient créer une marque Alcatel, donc ils sont venus me voir. Ils m'ont donné beaucoup d'argent, et puis 6 mois après, c'était le krach boursier, donc le beaucoup d'argent, il y avait plus rien. Donc je leur ai dit, écoutez les gars, c'est sympa votre truc, mais bon. Si je suis pas vraiment bien voilà. Puis alors l'activité d'Alcatel, comment vous dire que le cap sous-marin, ça m'éclate pas trop, quoi. Donc si en plus j'ai pas d'argent, ça va faire beaucoup, quoi. Donc je suis parti assez vite. Et puis voilà. Et après tout de suite t'as créé ta boîte? Ouais. T'as créé ta boîte en France, donc il y a 20 ans. On avait fait les 20 ans là, donc en 2000 en fait, en 2000, puisque j'ai créé ma boîte quasiment la même semaine où j'étais séparé de la mère de mes enfants. Tu vois, je me suis dit, ça va faire bizarre, ça va être chaud. Là. Plus simple de créer une boîte en 2000 qu'aujourd'hui ou moins simple? Tu penses que la France va dans le bon sens? Je vais t'avouer un truc, je pense que je ne suis pas un chef d'entreprise. Okay. Donc, j'ai pas beaucoup d'idées sur l'entrepreneuriat. Ouais. J'ai voulu à un moment m'y frotter parce que j'avais l'impression que fallait être passé par là, quoi. Donc, tout le monde me disait, mais toi, t'as monté quoi? J'ai dit, moi aussi, j'en montais une, tu vois. Et puis, c'était au bon moment, et en fait, je suis pas entrepreneur parce que je pense qu'un entrepreneur, quelque part, il se fout de ce qu'il entreprend. Ouais, c'est vrai. Il entreprend. Donc ça peut être du roulement à billes ou des cartes à jouer. Il regarde et il essaye de saisir des opportunités. Moi, j'ai monté ma boîte pour faire ce que je voulais faire. Donc c'était vraiment un moyen, pas une fin. Fonctionnel, ouais. Et puis j'avais envie de me dire, allez, peut-être je sais faire, je vais monter une boîte et puis ça va marcher. Etc. Mais parce que c'était ce que je voulais faire. Donc ça a marché aussi parce que c'était ce que je voulais faire. Je suis à peu près convaincu que si tu me demandes de le faire avec du roulement à billes, je n'y arriverai pas. Ça, je comprends tellement. Et du coup,
tout ça pour répondre à la question, je suis incapable de dire si c'est plus facile ou plus compliqué. Je suis même pas capable de dire pourquoi il faut le faire aujourd'hui. Encore une fois, moi je l'ai fait pour il faut surtout trouver le bon ressort. Si tu montes une boîte juste pour monter une boîte mais que c'est pas ton truc, encore une fois que t'es pas entrepreneur, je suis pas sûr que ça ira très loin. Il faut que tu le montes par rapport à ton truc. Faut juste trouver son truc, quoi. Le sujet c'est pas tellement d'être entrepreneur dans la vie ou pas entrepreneur, à mon avis on s'en fout quelque part. Il faut juste aller vers quoi on a envie d'aller, il faut le trouver. Enfin c'est beaucoup plus compliqué que de monter une boîte ou pas, à mon avis. Qu'est-ce que c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui? Franchement, j'en sais rien. Comme ça, intuitivement, j'aurais presque tendance à dire que c'est peut-être plus facile aujourd'hui. J'ai l'impression que peut-être, s'il y a un sujet sur lequel on a progressé un peu dans ce pays, c'est peut-être quand même l'entrepreneuriat. Je suis d'accord. À part sur les questions d'argent, mais... Non, ça, on n'a pas progressé du tout, ça. Puis quelque chose me dit que... Non, ça va pas s'améliorer. Non, je crois pas. Ouais. T'es inquiet, toi, de l'avenir du monde? C'est un sujet qui te... Comment tu fais pour pas être inquiet? Je suis pas sûr que je t'en foutre. Ouais. Bah, c'est compliqué quand t'as des enfants, fondamentalement quand même. C'est ça qui a changé ta... Non, moi j'ai pas... j'ai du mal avec j'ai pas du mal avec le constat, j'ai du mal avec l'analyse. Voilà. Manifestement, il y a un truc qui tourne pas rond. Jusque-là, je pense qu'on va avoir du mal à, tu vois, à le reconnaître. En revanche, j'ai du mal avec tout le discours de décroissance, de non. Pardon. Attention. non, je rigole avec toi. Non, mais de non. Moi, j'ai dit que je prenais l'avion pour bouffer un steak. Ils sont tous tombés dessus. Hein. Oui, mais je te rassure, moi, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, c'est quoi cette histoire? Je suis sûr que t'es là-dedans. J'ai dit non, je ne comprends pas de quoi tu parles. J'ai jamais mangé de steak dans un avion. Voilà. Je suis végétarien. Non, mais oui, donc j'ai plus d'intérêt par rapport à ce qu'on doit faire vis-à-vis du progrès, la technologie, pour se sortir de ça, que du recul, quoi. C'est moi, peut-être qu'ils ont raison, mais c'est pas mon truc, en tout cas. Bah, en tout cas, s'ils ont raison, on est dans la merde, parce que j'y crois pas. S'ils ont raison, c'est terrible. S'il faut la bonne volonté des gens pour nous sauver, on est foutus, hein. Je sais pas sur quelle planète ils vivent, hein. C'est quand même pas compliqué comme idée, hein. Je sais pas. Ça me paraît un peu premier degré. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire quelque chose. Bon. Non, ça, on est tous d'accord. Et en parlant d'idées comme ça, ça nous est arrivé de nombreuses fois de déjeuner ensemble, dîner ensemble et de nous retrouver à table à dire des choses qui choquent les gens. La dernière en date, c'est notre défense de Juan Carlos. Tu te souviens de ça? Oui. La démocratie, 10 millions. Tout à l'heure, tu disais, moi, j'ai toujours pensé différemment et si j'ai l'impression que tout le monde autour de moi pense la même chose, j'ai envie de penser différemment. Tu t'es pas senti seul? Tu t'es pas dit, il y a un moment, il faut dire ce que les gens ont envie d'entendre juste pour regagner la paix? Bah non, parce que quand t'es atteint d'une maladie, de toute façon, tu vois, tu le vois comme ça, toi, c'est ton corps défendant. Bah, c'est une caractéristique. Oui, c'est plus fort que moi. Ouais. Alors parfois, ça me fait dire des conneries, hein, parce que parfois, ça atteint ses limites. Tu vois, il y a un moment, si tu veux absolument démontrer, parce que 4 personnes de suite te disent que 2 plus 2, ça fait 4, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais donc tu peux arriver à dire des choses. Je suis pas sûr. Je me demande quand même s'il y a pas un petit décimal qui se travaille quelque part. Mais donc parfois voilà, mais non, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense que ça a plus de bénéfices que d'autres. Bon, il se trouve qu'accessoirement, j'aime bien choquer, ou j'aime bien aller à l'encontre de la doxa. Je pense que c'est assez sain, d'ailleurs. Je trouve qu'il y a plus beaucoup de gens qui le font. J'aime bien le courage aussi, accessoirement. C'est une de mes... C'est ma valeur de maître. Moi, c'est mon obsession. Moi, le manque de courage, c'est ce qui me rend le plus... C'est ce que j'essaye si j'ai appris un truc dans la vie, c'est ça. On passe son temps à chercher des gens intelligents, mais les gens intelligents, il y en a plein. Ouais. Ce qu'il faut chercher, c'est les gens courageux. Comment tu mesures le courage de quelqu'un quand tu essaies de l'embaucher? Je n'ai jamais, ne serait-ce qu'essayé d'embaucher les gens. Je me suis dit, bon, globalement,
t'as toujours un taux d'échec non négligeable, autant aller vite. Donc je prenais un café et au bout de 5 minutes, je disais, quand j'avais ma boîte, je t'embauche ou je t'embauche pas. Au final, mon taux d'échec n'était pas sensiblement différent que ceux qui passaient 5 heures. Donc je me disais, au moins j'ai gratté 5 heures. J'ai jamais osé l'avouer, mais j'ai jamais... Donc je me suis dit, bon, je le sens, ça fait 5 minutes, donc on va regarder bizarrement. Et j'ai dit, mais non, on verra bien, voilà. Et voilà, donc ça, c'était la manière que j'avais d'embaucher. Donc j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. En revanche, sur le courage, ça se voit vite. Et puis c'est pas, pour le coup, c'est pas en parlant. Ouais. Dès qu'il est dans un contexte d'entreprise ou autre, tu le sais vite. Au comité, t'as le droit de virer les gens que t'embauches ou c'est des fonctionnaires? T'as le droit. D'accord. Mais ça se fait pas. Ça n'a pas été un problème, ça? Je trouve que on est une organisation plutôt bienveillante. Okay. Déjà, voilà, plus très exigeante, mais plutôt bienveillante. Accessoirement, je pense que c'est un peu différent parce que c'est une organisation éphémère, à nouveau. On parlait de ça tout à l'heure. Je pense que les gens qui veulent y aller sont ultra motivés. C'est pas pareil que quand tu rentres, je sais pas... Chez L'Oréal, ouais. Voilà, ou à la SNCF, ou où tu veux, si tu veux, tu vas trouver des motivations très diverses. Là, vraiment, donc les gens sont tous embauchés en CDD avec une date d'expiration? Au début, non, ils s'étaient embauchés en CDI parce que c'était long, tu vois. Je suis entré, je crois que j'étais le numéro 32 ou un truc comme ça. Et donc, on était en CDI, mais depuis un certain temps, et depuis que le CDD correspond au terme. Oui, c'était embauché en CDI. Ce que je veux dire, c'est que du coup, t'as vraiment envie d'y aller, quoi. Ouais. Et du coup, le truc est un peu différent. Donc, il y a au moins une motivation, etc. Puis il y a aujourd'hui, tu demandes des profils hyper différents, tellement le truc est varié, quoi. Aujourd'hui, on embauche, je sais pas, on va avoir 100 personnes qui arrivent par semaine. T'as peur que les Parisiens, qui sont pas les gens les plus simples du monde, soient relous contre la cérémonie, ou tu penses que tu vas réussir à les engager? Alors, j'ai pas peur, je suis sûr qu'ils vont, que ça va râler, voilà, ça, et, enfin, je n'ai aucun doute sur ça. Ça fait partie de l'ère du temps, ça fait partie de notre ADN, enfin, ça fait partie de notre histoire, ça fait beaucoup de choses pour penser qu'on va l'éviter, quoi. Donc, voilà. Après, d'abord, moi, je mise beaucoup sur la jeunesse là-dessus. Je pense que peut les enthousiasmer, ouais. Ouais, en tout cas, ils sont beaucoup plus prêts à mettre l'enthousiasme avant les emmerdements. Et je mise beaucoup sur eux. Et quand tu regardes d'ailleurs, quand tu fais des études comme on en a fait, bien sûr, mais sur le truc, t'as toujours les jeunes qui sont encore plus enthousiastes que le reste de la population. Ils drivent le truc. Ceux un peu plus âgés, un peu plus installés, un peu plus à l'ouest, un peu plus tout ce que tu veux, je pourrais mettre des critères. D'ailleurs, tu nous as fait un logo féministe pour les JO? Ouais. C'était prévu? Non, mais j'ai trouvé que d'une manière générale, on essaye de mettre une connotation hyper féministe sur ces jeux. Je trouve ça hyper intéressant. On essaie de le faire vraiment partout. Accessoirement, ça se joue à 3 dixièmes de %, mais on va être les premiers jeux totalement égalitaires de l'histoire des Jeux Olympiques. Donc exactement le même nombre d'athlètes, hommes et femmes. Ah ouais? Ouais, pour la première fois. Alors c'était 49, 48, 49, tu vois, ça a grimpé depuis un certain nombre d'éditions, mais on est les premiers qui seront à 50-50. Je trouve qu'il faut marquer ce genre de coup, quoi. Et ça a été une volonté de Tony? Oui. Depuis le début, le chemin était bien engagé, encore une fois, par les éditions précédentes, mais du coup, on a vraiment essayé d'accentuer ça, et moi, je vois sur tout ce qu'on fait, y compris sur la cérémonie, etc., on va essayer d'être très, très, très incarné par des personnalités féminines. Dans cette édition, ça a été annoncé, ça, ou... Sur les Jeux de Paris, ouais. On a le fameux breaking. C'est quoi le breaking? Alors le breaking, c'est ce sport, cette danse qui est très urbaine. Okay. Et sur le fait que, par exemple, comme le breakdance, quoi. C'est le breakdance. Okay. Ça s'appelle le breaking selon les expressions consacrées, mais qui rentre aux Jeux Olympiques avec nous. Ouais. La pétanque, c'est rentré ou pas? Ça a été des débats longs, mais il y a un truc
tout de même, alors là, je pense qu'il y a plein de gens qui seraient pas d'accord avec moi, mais il y a des trucs quand même, il faut reconnaître. Tu regardes des gens qui font du breakdance, c'est des athlètes. C'est objectivement des athlètes. Oui, et même je crois que tout le monde va être d'accord, et même des putains d'athlètes. Bon. La pétanque. Quand même. Bah, il y a aussi, je suis pas en train de dire que c'est facile, hein. Le haut niveau de la pétanque, machin. Mais c'est moins. Voilà, la dimension purement athlétique est quand même moins nette, on va dire. Disons qu'elle fait pas la différence, quoi. Oui, elle est moins visible, en tout cas, ou est moins claire. Voilà. Et je trouve que c'était cool quand même de garder cette ligne directrice. Ouais, cette ligne directrice-là. Je crois que. Et il va y avoir des e-sports, non? Ou pas? Alors, le e-sport, c'est malheureusement, on est arrivé un poil tôt. Mais c'est objectivement le futur grand sujet des jeux. C'est possible que les Américains nous mettent du e-sport. Moi, ça m'étonnerait pas forcément. Mais au-delà de ça, au-delà des Américains, je pense que le mouvement olympique peut pas... ignorer le e-sport. Ouais. Intéressant. C'est pas possible. Surtout quand on veut continuer à faire un peu l'unanimité. Et faire l'unanimité, ça veut dire intéresser encore une fois. De toute façon, tu n'as pas d'avenir si tu perds les 15-25 ans. Est-ce que tu as des secrets? Alors, je vais te donner ma définition très personnelle du secret. Secret, c'est quelque chose que tu peux dire à tout le monde. Tu pourrais le mettre sur une affiche. Les gens ne croiraient pas. C'est ça un vrai secret. Par exemple, moi j'ai un secret, c'est que je pense que je l'ai répété pendant des années, anyone can be an entrepreneur. Ça veut pas dire que tout le monde peut devenir un entrepreneur, mais c'est-à-dire que c'est complètement imprévisible qui va devenir un entrepreneur. Ça peut être un héritier, pas un héritier, un mec éduqué, pas éduqué. Il peut vraiment venir de n'importe où. Et c'est une phrase, à chaque fois que je la dis aux gens, genre, n'importe quoi, n'importe qui peut pas devenir entrepreneur, etc. Et c'est un secret très puissant parce que ça a fait 90% de l'argent que j'ai gagné dans ma vie, en fait. C'est de miser sur des gens que personne que les gens ignorent, en fait, ne voient pas. Parce qu'ils n'ont pas encore de preuves. Mais où moi, j'ai eu l'intuition que, ils avaient quelque chose de spécial. T'as des secrets, toi, des choses comme ça que tu penses, à chaque fois que tu les dis, les gens n'ont pas l'air d'accord et t'arrives pas à comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Je suis dans un trip totalement obsessionnel. Là. Je ne fais plus que ça. Je ne pense plus qu'à ça. J'ai mis toute ma vie personnelle de côté. J'en ai encore pour 1 an au régime sec sur le sujet. Donc, ça, c'est un sacré secret quand même. Je sais pas si c'est un secret, mais c'est une obsession. Les gens pourraient te dire, c'est pas sain. Ah, mais c'est clairement pas sain. Mais pourtant, faire des choses pas saines, c'est comme ça qu'on fait des choses extraordinaires. En partie, oui. En tout cas, original, ça c'est clair, mais c'est pas une recherche d'originalité, là, en l'occurrence. Tu penses que tu aurais pu avoir un équilibre de vie et faire ce projet? Ok. Et quand les gens parlent de... C'est une folie, ce truc. Quand les gens parlent d'équilibre, travail, vie perso... Ah non, c'est totalement déséquilibré. Alors après, moi, c'est plutôt mon régime. Mais là, je suis tombé sur un truc. Si je veux le mener au bout, je dois avoir 100% de mon énergie vitale qui est consacrée à ça. Et que rien de ce qui peut perturber ce 100%, que je l'écarte immédiatement. J'ai pas le choix, en fait. C'est même pas... Tu sais, il y a des gens qui me demandent en ce moment, qu'est-ce que tu vas faire après? Parce que c'est dans 1 an. Je suis incapable de répondre. Ouais. Je suis incapable d'y réfléchir. Quelle idée, bien sûr. Incapable. Mais je pense qu'il faut pas y réfléchir. Voilà. Et après, je réfléchissais à ce que tu disais, là. Je comprends pas comment on peut dire que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Je trouve ça c'est bizarre. Les gens ont des labels, tu sais. Ils ont des stéréotypes. Ils ont l'impression que... Mais c'est quoi leur argument? Leur argument, c'est qu'ils ont vu 3 entrepreneurs à la télé qui ont la même tronche et ils se disent, y a que ça qui peut devenir entrepreneur. Que HEC, quoi. Exactement, ouais. Exactement. En plus, c'est dans le nom de l'école, haute étude commerciale. Mais ouais, c'est le drame. C'est le drame des labels et des étiquettes que les gens mettent sur les gens. C'est le truc qui me fait kiffer, moi, par exemple, dans les banlieues. Je trouve qu'il y a un nombre de gens malins qui est fou. Je sais pas s'ils peuvent tous. Non, c'est pas tous. Clairement. Mais il y en a des exceptions. Clairement, il y en a. Mais partout. D'ailleurs, je pense que, tu sais, souvent, on se représente la société en disant la
je sais pas, par exemple, t'as les entrepreneurs, les fonctionnaires, les profs, et donc les gens font, tu sais, des layers comme ça. Et un jour, j'étais dans un restaurant et j'ai dit à un type, la différence entre vous et moi, j'avais un gâteau, tu sais, à layer. Je dis, vous voyez le gâteau, vous voyez les gens séparés. Vous avez, ça c'est la première couche de vanille, c'est les entrepreneurs, deuxième couche, c'est les investisseurs, troisième couche. Sauf que moi, la façon dont je vois le monde, c'est que j'ai coupé le gâteau à 10%. Et vous avez, il y a les risk-takers, et il y a tous les autres. Et en fait, que tu sois entrepreneur, fonctionnaire, salarié, prof, etc., tu peux être un risk-taker. Tu peux être quelqu'un qui essaye de trouver de l'excellence, d'aller plus loin, d'être original, de faire des choses qui comptent, quel que soit ton métier, ton niveau, etc. Ou tu peux être un putain de connard qui commande ce que tout le monde fait. Et en fait, ce qui est fou, c'est que la majorité des gens sont dans cette catégorie, quelle que soit leur profession. Et c'est pas ta profession qui définit. Il y a des entrepreneurs, ils sont, enfin, c'est des rentiers. C'est pas des entrepreneurs. Ils ont mon exemple préféré, c'est Google. Pour moi, Google, c'est le Qatar du web. Ils ont trouvé un puits de pétrole. Il y a de l'argent qui sort. Ça fait 20 ans qu'ils ont rien fait. Ils nous cassent les pieds en tuant à peu près n'importe qui a une idée. Et à chaque fois qu'ils lancent un truc sur scène, t'as l'impression de, je sais pas, Jojo le Clodo qui vient et qui dit, alors attention, cette semaine, Google va faire. Et tu te dis, mais quand est-ce que ça va finir? Ça va jamais finir parce qu'il y a beaucoup d'argent. Donc pour moi, c'est pas des risk-takers, c'est des rent-seekers. Et à l'inverse, on pense qu'on veut d'un Mark Zuckerberg. Mais quand Mark Zuckerberg, il vient, il dit, bon, les gars, on va tous mettre un casque. On va mettre 30 milliards de la boîte là-dessus, vous allez voir, c'est génial. Et t'as un bonhomme qui est là, qui est tout pété. Et tout le monde dit, ouais, c'est un nul. Mais moi, je vois ça, je me dis, mais t'imagines, le mec, il a rien à prouver pour être sur son île à Hawaï toute la journée. Et il vient mettre la plus grosse boîte de l'Internet en danger de mort. Tu sais qu'à un moment, il y a des gens qui pensaient qu'il allait faire faillite avec ces conneries. Parce qu'il avait une idée. Alors, ça n'a pas marché. Mais c'est encore plus enthousiasmant que c'est pas marché. Parce que je pense que maintenant, il est dans sa caverne et il se dit, merde, c'est quoi le prochain coup? Et je trouve ça incroyable que des gens à ce niveau-là jouent encore avec ces règles-là. Parce que j'ai l'impression que sinon, t'es mort, en fait, t'es pas vivant. Être vivant, c'est prendre des risques. En fait, son oxygène, c'est entreprendre. Ouais. Sinon, il meurt. Et tu peux être entreprenant dans tout. Mon ex-femme, par exemple, que je t'encourage vraiment à aller voir, Lavinia, qui est sans doute la meilleure médecin que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Pour la médecine, donc. Pour la médecine. Bon, aussi pour ce que tu veux. Moi, je suis dans le partage, moi. Et tu vois, Lavinia, par exemple, elle a, je peux le dire maintenant parce qu'il y a prescription. Quand je l'ai rencontrée, elle faisait des tests génétiques en France, illégaux. Et donc, en France, il y a la médecine qui a décidé que l'information génétique n'était pas une information qu'on avait le droit de prendre en compte pour faire du thérapeutique. Il fallait passer par un comité éthique qui décide si tu as le droit de connaître ton ADN ou pas. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui s'est dit, ton info la plus privée, la plus essentielle, à savoir ton ADN, ne t'appartient pas, mais appartient à l'État. Et donc, elle a acheté des tests génétiques en Belgique et en Suisse, sous le manteau, qu'elle faisait à ses patients. Elle a sauvé des gens, elle a sauvé un nombre de patients en faisant quelque chose d'illégal. Et c'est fou parce que tu te dis, elle fait quelque chose d'éthique, mais parfaitement légal. Alors, entre-temps, la législation a changé, maintenant elle a le droit de le faire. Il y a eu prescription, je peux raconter l'histoire, mais c'est quand même incroyable. Tu vois, moi, quand je l'ai rencontrée, c'est quelque chose que j'ai admiré immédiatement. Je me suis dit, putain, tu risques quand même ta licence, tu risques ton travail, mais parce que tu penses que c'est la bonne chose à faire. Et c'est pas juste parce que c'est illégal que c'est intéressant. Parce que, tu vois, elle vend pas du crack. C'est parce que c'est pour le bien des gens. À un moment, elle se dit, non, mais attends, ils se foutent de la gueule du monde, les mecs. Vas-y, faites vos lois. moi, je fais ma vie. Mais l'illégalité, la désobéissance, je vais y arriver, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, moi. Bien sûr. Après, et je pense que c'est un truc peut-être quand même qu'on pourrait presque revendiquer dans ce pays. Je pense que c'est encore un truc qu'on pourrait avoir encore. C'est des raisons pour lesquelles on peut être désobéissant civilement ou autre. C'est
d'héritage de la Révolution, quoi, finalement. Bien sûr. Et ça, il faut qu'on le cultive. Parce qu'il y a des raisons de ne pas l'être. Alors, c'est toute la question, c'est lesquelles et quand est-ce que ça s'arrête. Mais moi, je pense que c'est ton critère de tout à l'heure de la mise en danger des gens. Ouais. En fait, si ton vrai critère... Pour moi, le meilleur critère éthique, c'est est-ce que tu fais du bien aux gens ou pas. Point. Quand on interdit des choses alors que c'est simplement parce qu'il y a un lobby qui a fait passer une loi... On sait très bien pourquoi en France, personne ne veut que les gens connaissent leur génétique. Il faudrait quand même pas qu'ils commencent à personnaliser leur traitement, et tu vois. Et c'est marrant, c'est un truc auquel je pense souvent en ce moment sur l'histoire de la fin de vie. Tu vois, pas forcément parce que je me sens encore complètement concerné, mais ça devrait arriver pas trop tard. Mais c'est vraiment de cette incapacité à essayer d'avancer sur des sujets sur lesquels je comprends mal pourquoi le libre arbitre n'est pas plus respecté, en fait. Et je trouve que c'est intéressant. Et il y a un peu de désobéissance. La désobéissance, ça fait pas de mal. Tu penses que le courage, c'est une valeur importante pour toi? Tu penses que la liberté, c'est la deuxième? Le courage m'intéresse presque encore plus que la liberté. Je devrais pas dire ça, mais la liberté, c'est un truc fondamental sur lequel il faut se battre et sur lequel tu exerces du courage. Il n'y a pas de problème, etc. Mais moi, par exemple, je suis toujours demandé. Et je n'aurai jamais la réponse. C'est un truc terrible pour moi. J'ai la prétention d'avoir du courage. Je n'aurai jamais la prétention de te dire que j'aurais résisté pendant la guerre. Et s'il y a un truc dont je voudrais avoir une certitude, c'est ça. Et un truc sur lequel je n'ai bien évidemment pas le droit de t'affirmer que sous la torture ou quoi que ce soit, j'aurais résisté. Je n'en sais bien évidemment foutre rien. Ce truc m'obsède. Et je ne saurais jamais. Alors j'espère d'ailleurs ne jamais savoir, parce que quelque part, mais c'est une question que je me suis toujours posée. C'est que un des moments les plus choquants de ma vie, j'ai demandé à ma classe à Sciences Po, un amphithéâtre d'étudiants, est-ce que vous auriez été esclavagiste ou pas? Levez la main si vous auriez été esclavagiste. Il n'y a pas un mec qui a levé la main. Et tu te dis, mais comment tu peux, à ce point, tu vois, vraiment penser que tu aurais résisté à l'ère du temps, en fait? Personne ne peut. Bien sûr. Personne ne peut. Mais moi, je sais que, par exemple, tu vois, je suis... Un des trucs qui m'émeut le plus, c'est Manoukian. C'est le réseau des Arméniens qui ont résisté, qui sont morts pour la France, en étant non-français de souche. Et qui se sont battus, souvent dans les réseaux communistes à l'époque, etc., qui se sont battus pour la France. Manoukian, pas du tout. Qui se sont battus, qui sont morts pour la France, alors que peut-être ils avaient encore moins de raisons que d'autres de le faire, ces gens-là. Je t'ai dit que j'étais en Ukraine récemment? Non, tu m'as pas dit. J'étais en Ukraine, rencontrer la grand-mère de mon amoureuse, parce que en fait, depuis que je suis avec Véronica, ça fait maintenant 2 ans, parle tout le temps de sa grand-mère. Fait tout le temps des FaceTime avec sa grand-mère, etc. Et en fait, sa grand-mère dit toujours, à la fin de la guerre, on se rencontrera à la fin de la guerre. Et en juin dernier, j'ai dit à Véronica, écoute, la guerre, à la fin, c'est-à-dire que ta grand-mère, elle a 86 ans. Elle a quoi, peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, on sait pas, mais en tout cas, elle est dans une zone dangereuse en termes de temporalité. Poutine, il est probable qu'il te garde 10 ans dans ce truc, tu vois. Donc, tu vois, les deux courbes, elles croisent pas. Donc, je lui ai dit, on va faire un truc très simple. On va aller lui dire bonjour. 23 heures de train plus tard, parce que tu peux plus rentrer que par train. On a été la voir, et ça a été un super moment. Et il y a 3 trucs qui m'ont traumatisé. Le premier, c'est que les Ukrainiens sont sous les bombes, parce qu'elle est littéralement à l'est de l'Ukraine. Et donc, on avait air alarme, bombardement tous les jours. Et ils s'en battent les couilles, parce qu'ils voient ça. C'est même plus de la résistance, c'est-à-dire que c'est de l'orgueil bien placé. L'idée, c'est, si on commence à avoir peur de ces cons qui nous bombardent, qui on est? Et je me dis, quand même, c'est des bombes. Et en fait, et moi, j'ai dit à Véronica, je me suis dit, mais moi, je serais en France, la France est bombardée, mais
mais je pense que je me barre dans la minute, tu vois. J'arrive pas à me projeter dans le fait que je vais résister par mon mental, tu vois. Parce que pour lui, c'est une forme de résistance, en fait, de rester là. Moi, je pense que ça a été une révélation, l'Ukraine. Ouais. Je pense que personne n'imaginait le courage de ce peuple. Ouais. Qui était coincé un peu entre l'Europe et la Russie, enfin, dont on savait pas trop bien. Et alors, je suis pas en train de dire que ça valait le coup, hein, mais insensé, quoi. Ouais. Et la scène la plus dingue, à un moment, on était en train de manger un barbecue, et il y a un bombardement qui démarre. Il y a personne au barbecue qui a bougé. Moi, je me suis dit, bon, de toute façon, si c'est la fin, autant bien bouffer, donc. Je te vois pas bouger un barbecue, toi, de toute façon. Bah, c'est ça. Je me suis dit, on va quand même pas être le seul con, mais ça. Et la troisième truc, j'ai vécu une scène, mais tellement drôle. Donc, à un moment, donc, je suis resté 15 jours, on est parti à Kiev. Pour visiter, tant qu'à faire, autant faire du tourisme, hein. Maintenant que t'es là et que t'as mis 23 heures à rentrer dans le pays dans un train pourri. Et je suis assis à la table avec Véronica, et j'entends un mec dire, mais mec, tu vas jamais le croire, c'est Oussama Hamar. Et l'autre à côté, il fait, faut que t'arrêtes la picole, toi. Je te jure, t'as un problème. Comment tu veux qu'Oussama Hamar soit ici? Et donc, je me tourne, je dis, bah, si, c'est moi. Et c'était 2 mecs du GIGN. Et on a commencé à parler et tout. Et j'ai eu un petit échange avec eux où ils m'ont parlé des gens sur place, etc. Et en fait, ça a été une révélation pour eux aussi. Le courage des soldats. C'est-à-dire que t'es des gamins de 18 ans, 19 ans. C'est-à-dire que quand la Russie a conscrit, ils se sont tous barrés. Quand l'Ukraine a conscrit, ils sont tous revenus. Incroyable. C'est fou, hein. Ouais, c'est... En tout cas, d'avoir été là-bas, sur place, vivre avec eux, voir avec eux, j'ai compris que, de toute façon, soit Poutine a abandonné, soit il est buté jusqu'au dernier. Je n'arrive pas à voir d'autres issues. D'autres issues, ouais. C'est impossible, ils vont pas lâcher, en fait. Bah, ils ont pas l'air, en tout cas. Non. Mais c'était une sacrée expérience. En tout cas, la grand-mère de Véronica a pensé que, niveau courage, là... J'avais le droit. Non, mais là, c'est sûr que sur le débat du courage, en ce moment, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut regarder, ouais. J'avais le droit d'épouser sa fille. Mais ouais, leur fille. Mais ouais, c'est vraiment fou, en fait. Et, en termes de processus, d'inspiration, toi, tu regardes des films, tu lis des livres, comment tu te nourris? Moi, c'est par vague, en fait. C'est, quand je suis dans des trips comme en ce moment, en fait, je te dis, Là, tu fais plus rien. Non. Donc là, c'est vraiment sprint, intense. Tu manges Jeux Olympiques, tu bois Jeux Olympiques, tu penses Jeux Olympiques. Ouais. Tu rêves aux Jeux Olympiques? T'as des idées en rêvant? Oui. Oui. Alors j'en ai eu beaucoup au début parce que je devais en créer. Là, on est plus dans une phase où maintenant faut. Tu visualises les choses? Ouais, je pense. Enfin, je suis assez clair sur, je crois en tout cas, sur la manière dont je les vois, de la manière de les faire, de la manière d'y arriver. Mais non, je suis dans une phase quelque chose qui peut ressembler quelque part à une espèce de retraite ou un truc un peu mystique, quoi. Parce que je vois pas d'autre manière de rassembler une énergie pour aller au bout, en fait. Donc du coup, j'ai enlevé, ou je me suis pas autorisé, c'est même pas une histoire de s'autoriser, je m'autorise ce que je veux, mais je suis 100% focalisé là-dessus. Et avant les JO, dans les autres phases, donc tu disais c'est par vague. Ouais, parce que du coup, c'est par vague. Quand je lis beaucoup. Quand je regarde un certain nombre de choses, je regarde beaucoup. Je le fais par vague, ouais. En fait, c'est une succession d'obsessions, quoi, en fait. Moi, je dis que j'ai des successions de lubies. C'est à peu près la même chose, je crois. Ouais. Non. Lubie, c'est plus joli qu'obsession. Obsession, ça a l'air malade. J'aime bien ou obsession? Ouais, moi, j'aime bien lubie. Parce que lubie, c'est joyeux. Obsession, t'as l'air malade. Ah, t'es obsédé. C'est un peu ça. Je sais pas. Non, mais après, les gens bien portants sont chiants.
Comment ? Les gens bien portants sont chiants, donc les gens qui sont, voilà, la normalité c'est chiant, tous ces trucs-là. Bon, alors après, je sais pas s'il faut être complètement et à ce point-là et jusqu'à où ça s'arrête et il faut éviter que ça devienne, voilà, vraiment grave, quoi. Mais ouais, les trucs normaux, ça m'intéresse pas beaucoup. Et donc, tu t'interdis de savoir ce que tu feras après, mais est-ce que tu sais comment tu vas couper après ? Putain, alors c'est une grosse question, ça. Je me suis raconté que j'allais, dans mes projets, de partir au Japon 1 mois ou 2 ou 3 mois, parce que ça fait très longtemps que j'ai envie de faire ce pays complètement. Je le connais trop superficiellement à mon goût. Mais je dis ça, mais si ça se trouve, ça ressemblera à rien de ça. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, moi, si tu veux partir 1 mois au Japon après, moi, je suis chaud. Ça te tente ? Ah ouais, je suis chaud. Ouais. Ah bah, écoute, on va organiser ça. On fait des ryokan. Et il y a de quoi, nous qui aimons bien la bouffe, je pense qu'on peut passer un bon moment. Ouais. J'étais à Tokyo là pendant 1 semaine. Je faisais 6 repas par jour. Non mais c'est incroyable. Petit déjeuner, goûter, dîner, midnight snack. Incroyable. Bon, mais faut être honnête, en bouffe, c'est une espèce de... Non mais c'est un paradis. C'est un paradis. Quintessence. À un moment, j'ai fait un trip. J'allais dans les combini acheter des petits sandwichs. Même ça, c'était bon. J'étais comme un ouf. Et je me suis rendu compte... Alors, j'ai fait une rencontre qui t'intéressera. J'ai rencontré un agriculteur japonais qui m'a raconté plein de choses. Et notamment qu'au Japon, l'agriculture, c'est un sujet extrêmement préservé, respecté. Parce que les agriculteurs sont des ingénieurs. C'est pas des... Enfin, des ingénieurs, comment dire. Ils ont le statut d'ingénieur. Pour devenir agriculteur, tu vas à l'université, tu fais des études, t'apprends la mécanique, t'apprends la robotique, t'apprends la permaculture, je sais pas quoi, le truc. Et en fait, ils ont fait un choix d'éviter au maximum les pesticides et les poisons. Et donc, c'est une agriculture qui a très peu de perturbateurs endocriniens. Parce que c'est notre grand problème. On n'a plus de vitamines dans nos légumes, on a énormément de perturbateurs endocriniens. En fait, il m'a tellement enthousiasmé que je suis en train d'essayer de le convaincre de venir me construire une ferme à Dubaï pour que j'ai mes fruits et légumes, etc. Je suis en train de négocier avec lui. Et un truc qui m'a dit et qui m'a complètement mindfuck, c'est que en fait, les Japonais, ils ont une passion pour le craft et l'excellence. Et en fait, pour eux, quoi que tu fasses dans ta vie, c'est très simple de devenir très bon. Il suffit de répéter la même chose à l'infini. Et donc, si tu le fais et que tu aimes le faire, parce qu'en fait, sinon, c'est trop chiant de répéter quelque chose que tu aimes pas, et ben, tu deviens forcément excellent. Et c'est le secret de la maîtrise. Et alors, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Parce que je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais dans ma vie répéter à l'infini pour devenir vraiment excellent. Et qu'est-ce que tu peux répéter à l'infini ? Et ben en fait, croire dans les gens plus que même ne croire. Je pense que c'est ça mon vrai talent. Quel que soit le domaine, avant c'était les entrepreneurs, maintenant c'est les dessins animés, mais c'est de prendre des artistes et de leur dire, moi je crois en toi plus que toi-même tu crois en toi. Et je vais te donner de l'énergie, je vais te donner de la protection, je vais te couper du monde extérieur, je vais prendre des coups pour toi. T'inquiète pas, moi je prends les emmerdes, la négativité, etc. parce que je crois profondément en ce que tu fais. Et je pense l'avoir fait pendant 10 ans avec les entrepreneurs et je suis très enthousiaste à l'idée de le faire 10 ans avec des artistes. Il y a un truc que je pense que tu fais vachement bien, c'est encaisser les coups. Ah oui, ça... Ça, c'est un espèce de truc, je sais pas d'où ça vient. Insensé, non ? Oui, je sais pas. Ça me paraît naturel, ouais. Ça me paraît naturel. J'aime bien l'idée de prendre des coups pour les autres. Non, mais même, oui, alors, pour le coup, pour les autres, encore plus vertueux, mais pour toi aussi, ou... Oui, pour moi, ça me paraît beaucoup plus simple que pour les autres. Pour les autres, faut choisir. Pour moi, j'ai pas le choix. Ouais, tu les encaisses, incroyable. Ouais. Non, ça me touche pas. De toute façon, tant qu'on a la santé, on a tout. Hein. Ouais, alors moi, je sais pas. C'est un truc, par exemple, que enfin, comme beaucoup de gens, j'étais pas très armé pour ça à ton âge, en tout cas certainement pas. Et que j'ai acquis au fur et à mesure des années. Maintenant, je peux prendre sans honte de coups. Je suis assez... Moi, j'ai commencé à prendre des coups jeunes, hein, donc... Alors, c'est peut-être ça.
T'as peut-être gagné du temps. J'ai gagné du temps, hein. Mais j'ai pris des coups jeunes. Tu sais, mon père est mon premier coup, moi. C'est en fait... en fait, j'étais élevé par une mère omniprésente, formidable, etc. Mais qui m'a raconté que mon père était un mec formidable, mais pas disponible. Et ma sœur a fini par le rencontrer par hasard dans la rue, et j'ai rencontré mon père pour la première fois quand j'avais 13 ans. Et là, ça a été un sacré coup. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ma mère m'avait juste voulu me protéger par un beau storytelling qui était complètement faux. Et en fait, j'ai senti que j'étais à un croisement de chemin entre faire ce que tout le monde voulait que je fasse à ce moment-là, savoir m'apitoyer sur mon sort, parce que les gens en attendaient que ça pour m'envoyer de l'amour, ou prendre le coup en silence et leur dire d'aller se faire voir et que je suis très heureux et que j'ai pas besoin de leur amour. Et vraiment, je me souviens de ce croisement dans ma vie, comme j'ai vu 2 lignes en fait de vie. Je me suis dit, allez, tu vas à droite, tu vas à gauche. Et après ça, je me suis dit, si ton géniteur t'es pas lié à lui et t'arrives à surmonter le fait que t'as la moitié de ta génétique de quelqu'un que tu méprises fondamentalement, bah, qu'est-ce que tu veux de plus terrible que ça? Tout le reste est un détail, tu vois. C'est pas grave. Et donc après, au lycée, je prenais des coups par les profs, virtuels, évidemment, je me faisais pas taper, mais si j'avais envie de dire quelque chose, je le disais, quelles que soient les conséquences. C'est plus fort que moi. En fait, et ce qui est marrant, c'est que à chaque fois, je m'invente une personnalité diplomate. C'est-à-dire que moi, jusqu'à maintenant, j'ai toujours l'espoir que je vais réussir à fermer ma gueule. Avant que ça arrive, tu vois. Et après, la situation démarre, et je sais pas, il y a un feu qui s'allume dans mon ventre, et là, c'est fini. Tu m'as perdu. Et des fois, je me dis, mais après le coup, tu sais, après quand ça retombe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme s'il y avait quelqu'un qui prenait possession de moi et c'est fini. Et je n'arrive pas à être malhonnête intellectuellement. C'est trop l'idée que je vais pouvoir être pris en flagrant délit d'hypocrisie. Ça me terrorise. Ah ouais? Ouais, je peux pas. Genre la pire situation de ma vie. Tu le connais, Tongé, non? Non. Je l'avais pas présenté. Je crois pas. C'est un mec qui a des boîtes en Afrique. Il a fait le Netflix de l'Afrique, etc. Je croyais que tu l'avais représenté. Un jour, il m'organise un tour d'Afrique et on va en Tunisie avec des ministres, des machins, etc. Et on est à table comme ça. Et tu sais, il commence à parler de la jeunesse, de pourquoi tout le monde est nul et eux, ils sont formidables et tout. Et moi, je suis sur la chaise comme ça. Je regarde le plafond. Et 2 fois Tongé, tu sais, il me donne un coup. Tiens-toi et tout. Je dis à Tongé, vas-y, si tu me demandes de les regarder dans les yeux, il faut que je regarde le plafond et que je reste concentré sur le plafond. C'est comme ça que je reste silencieux. Si je regarde leurs yeux, je vais partir en vrille. Et n'importe quoi et tout. Bon, je te regarde dans les yeux, je pars en vrille. Il a passé 3 jours à se dire que la police allait venir nous arrêter et nous foutre en tôle. Mais c'était plus fort que moi, en fait. Je pouvais pas être à table avec des gens comme ça que je méprisais fondamentalement, en fait. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que j'ai autant d'ennemis. Hein. C'est parce que les gens savent vraiment que je les aime pas, en fait. Non, mais c'est vrai, j'arrive pas à le cacher. Alors ça, c'est un autre truc, je pense, qui nous relie. Je pense que c'est la capacité à avoir beaucoup d'ennemis, je pense. C'est fou. Et après, ils sont obsédés par toi longtemps ou pas? Ah, je pense que... Alors peut-être les meilleurs moins que toi, parce que tu as une capacité à l'entretenir, qui est sans doute bien supérieure à la mienne. Mais ouais, non, c'est sûr. Moi, j'aime bien provoque aussi, donc je pense qu'on partage ça. Donc en plus, t'aimes bien attiser le feu, etc. J'avoue qu'à l'idée d'en rajouter une couche, j'ai un petit peu de mal à résister. Dès que je vois qu'il y a quelqu'un qui est client, mais c'est fou. Voilà. Mais on est d'accord, client, c'est le mot. Ouais, parce qu'il y en a, ils attendent que ça. Oui, et puis il y en a, ils comprennent pas forcément. Hein. Il y a quelqu'un au bureau que je ne citerai pas, mais je me souviens
un de mes boss, enfin, il y en a que 2, donc, mais moi, un jour, je dis, arrête, je vois bien que ça te fait marrer. mais lui, il est tout rouge, il est tout au bord de l'apoplexie, etc. Je dis, non, pourquoi tu dis que ça me fait rire? Mais ça me faisait mourir de rire, quoi. J'ai du mal à parler de clients, ce genre de truc. Après, du coup, oui, il y a beaucoup de gens, qui n'attendent que ça, que tu tombes, mais bon, ça fait partie du... Ça fait partie du jeu, ouais. Ouais. Puis si un jour ça t'arrive, faut pas se plaindre, surtout. Non, alors non seulement... c'est marrant, j'ai parlé de ça avec ma mère, parce que ma mère, elle est très triste, tout ça, forcément, tu vois. Et elle me dit, ah, mais c'est pas juste. Je dis, bah, si, quand même. S'il y a une seule chose qui est juste dans tout ça, c'est que les mecs se déchaînent. Parce que quand même, ça fait des années que je leur tape dessus sur YouTube. Faut bien qu'à un moment, ils rentrent des coups. Non, puis. C'est pas... Il suffit de regarder ton œil ou ton sourire, on voit bien que tu te fous de leur gueule. Oui, donc, il y a un moment, faut pas non plus leur demander. Exactement. On va pas, tu vois, où est la justice, quoi. C'est comme, je pense que quand tu veux être un pirate, bah, il faut vivre avec les conséquences de la piraterie, quoi. Moi, par exemple, il y a un truc que j'aime bien chez les Français, que tout le monde déteste partout, c'est l'arrogance. Parce que je sais pas pourquoi, j'ai une certaine tendresse, moi, pour les gens arrogants. Alors, parce qu'en plus, ou peut-être d'abord, si tu veux être un poil arrogant, t'as intérêt à bosser. Ah bah oui. Parce que si t'es mauvais en plus, ça c'est terrible. On te le fait payer tout de suite. Voilà, c'est mort, là. Donc, arrogant et mauvais, si tu peux pas. Donc, si tu veux être un poil arrogant, t'as intérêt à... Voilà. Et du coup, ça, peut-être tu bosses un peu plus, je sais pas. Intéressant. C'est une gentille tendresse. Ouais, non, c'est pas qu'un mot. C'est un mot qui a une connotation pas terrible, mais je pense qu'il est pas si négatif que ça, moi. Non, alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 12 mois de marathon qui t'attendent? Oh, franchement, là, c'est dans 12 mois, c'est ça? Ouais, 11 mois maintenant, 26 juillet, tu vois, on est 26 juillet. Là, c'est même 10. J'arrive pas à trouver d'hôtel, moi, t'imagines? Ah ben là, c'est mort. Mais je sais. Ah non, mais là... J'ai dit à Fanny que j'allais aller squatter chez elle. Puis, à mon avis, et puis c'est pas à mon avis, mais si tu trouves une chambre d'hôtel, c'est une étoile au prix du palace, hein. C'est exactement ça, ouais. Ah oui, non. Là, c'est une folie. C'est une folie furieuse. Ça permet de toucher du doigt le truc est incroyable. L'événement, il est incroyable. Voilà. Parce que j'ai des places, mais pas d'hôtel. Mais c'est plus facile de trouver des places qu'un hôtel, là, en ce moment, peut-être. Ouais. Mais bon, une fois par siècle, hein. Et ouais. Comment tu veux qu'on soit pas heureux de pas vivre un truc une fois? En tout cas, je serais hyper heureux de vivre ça. Ah, mais moi, j'ai hyper hâte de savoir que voilà, et en espérant être digne de ça, en tout cas, on fait tout. J'en doute pas. En tout cas, rien que déjà avoir eu l'idée d'avoir réussi à imposer l'idée, je sais pas si les gens se rendent compte à quel point. Non, ils se rendent pas compte et ils ont raison. Non, mais c'est dingue. En termes de sécurité, de logistique, de courage et de risque, bravo. Non, c'est un peu fat, mais encore une fois, les gens ne sont pas payés pour s'en rendre compte, hein. Les gens, ils auront bien évidemment un avis rapide, définitif, et ils auront quelque part raison de l'avoir. Ouais. Donc, et c'est tout ce qui comptera à la fin. C'est ça qui est terrible, presque. C'est comme si à un moment donné, tu voulais dire, non, attendez, les gars, vous étiez déçus, mais regardez combien de temps j'ai bossé. T'es qui, toi? Tu en as rien à foutre. Donc, voilà, tout va se jouer le 26 juillet à 20h, pendant 3 heures. Et rien ne servira, rien ne sera justifié, rien ne permettra de justifier. Ça sera, le verdict sera définitif. Définitif. Eh ben, bon courage. Merci, mec. Merci. À bientôt. Bisous.